Le hurlement de terreur de ses petits figea Naya alors que la glace cédait, les plongeant dans les eaux noires du lac gelé. Sans hésitation, elle s'élança dans ce piège mortel, un acte qui défierait tout ce que les scientifiques croyaient savoir sur l'intelligence des félins sauvages. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. L'hiver québécois ne pardonne pas. Sous le ciel d'un blanc laiteux, le lac Mistassini s'étend comme un miroir gelé, reflétant la lumière pâle d'un soleil qui peine à réchauffer le paysage cristallisé. Les thermomètres affichent moins 28 degrés Celsius, une température qui transforme chaque respiration en nuage de vapeur et chaque mouvement en combat contre les éléments. Ici, dans l'immensité sauvage du Québec, la frontière entre la vie et la mort s'amincit avec le froid. Pour Naya, une femelle lynx roux de 4 ans, cette journée de janvier ne devait être qu'une routine de plus dans sa vie sauvage. Ses 3 petits, nés au printemps dernier, la suivaient en file indienne à travers la forêt boréale, apprenant les secrets de la survie hivernale. À 8 mois, ils étaient encore dépendants de leur mère, mais commençaient à développer les compétences qui feraient d'eux des prédateurs accomplis. Leurs pattes larges s'enfonçaient à peine dans la neige poudreuse, adaptation parfaite pour les hivers rigoureux du Grand Nord. Ce que Naya ne pouvait pas savoir, c'est que cette journée ordinaire allait se transformer en un combat désespéré. Un drame qui captiverait même les scientifiques les plus aguerris et remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'intelligence et les émotions des félins sauvages. Ce qu'elle allait faire défierait les lois de la nature et bouleverserait à jamais notre compréhension du monde sauvage. Dans une cabane isolée à 2 kilomètres de là, le docteur Thomas Moreau ajustait son équipement d'observation. À 42 ans, ce biologiste franco-canadien avait consacré sa carrière à l'étude des grands félins nordiques. Ses lunettes rectangulaires constamment embuées par le contraste entre la chaleur du poêle à bois et le froid extérieur ne parvenaient pas à dissimuler son regard vif et analytique. Depuis 3 mois, il suivait cette famille de lynx particulière, fasciné par le comportement maternel de Naya, exceptionnellement protectrice même pour son espèce. « Marie, tu peux vérifier la batterie de la caméra thermique? Je crois qu'elle a du mal avec ces températures, » demanda-t-il à sa collègue et doctorante, Marie Lapointe, une jeune femme de 28 ans dont la passion pour la faune sauvage rivalisait avec la sienne. « Déjà fait, » répondit-elle en versant du café fumant dans 2 tasses isothermes. « Tout est prêt pour notre observation d'aujourd'hui. Les prévisions annoncent une légère hausse des températures. Ça pourrait modifier les habitudes de chasse de notre famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette légère hausse allait créer les conditions parfaites pour une tragédie et un miracle. À quelques kilomètres de là, Naya avait repéré les traces d'un lièvre d'Amérique dans la neige. Ses petits observaient attentivement, apprenant la leçon silencieuse de pistage. Le premier, qu'ils avaient surnommé Spark pour la tache blanche en forme d'éclair sur son flanc droit, était le plus téméraire. Le second, Storm, se distinguait par sa fourrure particulièrement sombre. La dernière, la plus petite de la portée, Shadow, compensait sa taille par une intelligence remarquable que même Thomas avait notée dans ses observations. Le groupe progressait en silence sur la surface gelée du lac, un raccourci que Naya empruntait rarement, mais que la faim l'avait poussé à considérer. L'instinct maternel qui l'habitait lui murmurait un avertissement qu'elle choisit d'ignorer, pressée par la nécessité de nourrir ses petits. C'est alors que le craquement se fit entendre, presque imperceptible d'abord, puis plus distinct. La glace, affaiblie par le léger réchauffement, commençait à céder sous leur poids combiné. Naya s'immobilisa, ses sens en alerte maximale. Ses oreilles touffues pivotèrent, captant le son inquiétant de l'eau qui s'agitait sous la surface craquelée. Par un réflexe instinctif, elle émit un feulement d'avertissement, ordonnant à ses petits de reculer lentement. Trop tard.
Dans un fracas sinistre, la glace céda sous les pattes de Spark et Storm. En une fraction de seconde, les deux chatons disparurent dans l'eau noire et glaciale, leur miaulement de terreur transperçant l'air hivernal. Shadow, quelques pas en arrière, s'arrêta net, paralysé par la peur. À cet instant précis, Thomas et Marie s'approchèrent du lac, équipés de leurs jumelles et appareils photo. Le cri des lynceaux les alerta immédiatement. « Là-bas !» s'exclama Marie, pointant vers le centre du lac où une commotion agitait la surface glacée. Thomas braqua ses jumelles et ce qu'il vit lui coupa le souffle. « Mon Dieu ! Les petits sont passés à travers la glace. » Sans hésitation, ils se précipitèrent dans cette direction, tout en maintenant une distance suffisante pour ne pas interférer. La règle d'or de l'observation scientifique était de ne jamais intervenir dans les processus naturels, même si cela signifiait assister impuissant à une tragédie. Ce qui se passa ensuite défierait toutes leurs attentes. Naya, face à la disparition de ses petits, ne fit pas ce que la plupart des animaux sauvages auraient fait. Elle n'abandonna pas ses petits au nom de sa propre survie. Au lieu de cela, elle s'approcha délibérément du trou béant dans la glace, testant prudemment la solidité de chaque pas. « Elle va sauter », murmura Marie, incrédule. « Elle va volontairement entrer dans l'eau glacée. » Thomas ne répondit pas, captivé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Son esprit scientifique enregistrait chaque détail, conscient qu'il était témoin d'un comportement rarement documenté chez les félins sauvages. Sans hésitation, Naya plongea dans l'eau glaciale. La température mortelle aurait dû paralyser ses muscles en quelques secondes, mais la femelle lynx luttait avec une détermination féroce. Ses puissantes pattes avant battaient l'eau, tandis qu'elle cherchait désespérément ses petits dans l'obscurité. « Regarde sa méthode », chuchota Thomas, fasciné malgré l'urgence de la situation. Elle garde sa tête au-dessus de l'eau tout en cherchant avec ses pattes. C'est presque méthodique. Marie, les mains tremblantes, documentait frénétiquement la scène avec son appareil photo. Comment peut-elle survivre dans une eau aussi froide? L'adrénaline, répondit Thomas, et quelque chose de plus profond, un instinct maternel que nous sous-estimons complètement chez les animaux sauvages. Sous la surface, Spark luttait désespérément, ses petites pattes battant l'eau glaciale avec une énergie déclinante. L'eau pénétrait son pelage, alourdissant chaque mouvement, tandis que le froid paralysait progressivement ses muscles. À côté de lui, Storm avait déjà cessé de se débattre, flottant dangereusement entre deux eaux. Naya plongea la tête sous la surface, repérant le mouvement de Spark. D'un mouvement puissant, elle le saisit par la peau du cou, ce même geste instinctif que toutes les mères félines utilisent pour transporter leurs petits. Avec une force née du désespoir, elle le ramena à la surface et le poussa vers la glace solide où Shadow attendait, tremblante. Sans perdre un instant, Naya replongea pour Storm. « Elle y retourne », s'exclama Marie, les yeux écarquillés. Elle sait qu'il en manque un. Thomas s'était agenouillé dans la neige, incapable de détacher son regard de cette scène extraordinaire. Toutes ces années d'études, tous les articles scientifiques qu'il avait publiés sur le comportement des félins sauvages semblaient soudain incomplets, insuffisants pour expliquer ce qu'il observait. Les secondes s'écoulaient comme des heures. 10, 20, 30 secondes sous l'eau glacée, bien au-delà de ce qu'un lynx devrait pouvoir supporter. La surface de l'eau était redevenue immobile, trop immobile. « Elle ne remonte pas », murmura Marie, la voix brisée par l'émotion. Puis, comme défiant les lois de la nature elle-même, Naya réapparut, Storm inerte entre ses mâchoires. Avec une détermination qui semblait transcender l'instinct pur, la mère lynx lutta pour hisser son petit sur la glace solide, ses griffes cherchant désespérément une prise sur la surface glissante. Thomas et Marie retinrent leur souffle. Ils savaient qu'intervenir maintenant perturberait profondément ces animaux sauvages, peut-être au point de compromettre leur survie future.
mais rester immobiles devant ce drame déchirait leurs convictions scientifiques. « Prépare-toi à intervenir si nécessaire », murmura Thomas à Marie, brisant pour la première fois en 20 ans de carrière son principe d'observation passive. Mais Naya n'avait pas besoin d'aide humaine. Avec un dernier effort surhumain, ou plutôt surlynx, elle parvint à hisser Storm sur la glace. Le petit corps trempé et immobile de son chaton gisait maintenant à côté de Spark, qui tremblait violemment. La mère lynx, épuisée, réussit à s'extraire de l'eau mortellement froide, son pelage alourdi par l'eau qui gelait déjà au contact de l'air. Sa respiration formait des nuages de vapeur irréguliers dans l'air glacial. Ce qui se passa ensuite laissa les deux scientifiques complètement stupéfaits. Naya se tourna immédiatement vers Storm, le petit immobile. D'un geste que Thomas aurait qualifié d'étonnamment méthodique pour un animal sauvage, elle commença à lécher vigoureusement son chaton, stimulant sa circulation sanguine. Ses mouvements étaient précis, concentrés sur la poitrine et la tête du petit, comme si elle connaissait intuitivement les gestes de premier secours. Est-ce qu'elle pratique une réanimation ?» murmura Marie, incapable de croire ce qu'elle voyait à travers l'objectif de son appareil photo. Thomas, bouche bée, ne put que hocher la tête. En 20 ans d'études des félins sauvages, jamais il n'avait observé un comportement aussi délibéré, aussi intelligent. Elle stimule sa respiration et tente de le réchauffer. Pendant ce temps, Shadow, resté en sécurité, s'était approché de Spark qui tremblait violemment. Dans un geste qui défierait toutes les théories simplistes sur le comportement animal, la petite femelle se colla contre son frère, partageant sa chaleur corporelle. De l'entraide entre fratries, nota Thomas, sa voix trahissant son émerveillement. Ce n'est pas simplement instinctif, c'est adaptatif. Naya continuait son traitement désespéré. Après plusieurs minutes qui semblèrent une éternité, Storm tressaillit. Un spasme parcourut son petit corps, puis un autre. Soudain, il toussa faiblement, expulsant l'eau de ses poumons. Marie porta une main à sa bouche pour étouffer un cri de joie. Les deux scientifiques échangèrent un regard chargé d'émotion. Ils venaient d'assister à quelque chose que peu d'humains avaient eu le privilège d'observer. Une mère sauvage ramenant son petit d'entre les morts. Mais le danger était loin d'être écarté. L'hypothermie guettait toujours les 3 chatons et leur mère. Le pelage de Naya, normalement isolant, était maintenant plaqué contre son corps et commençait à geler. Sa température corporelle chutait dangereusement. Pour survivre, elle devait se sécher et réchauffer ses petits rapidement. Elle doit trouver un abri, chuchota Thomas. Si elle reste exposée, même avec son épaisse fourrure, elle ne passera pas la nuit. Comme si elle avait entendu son analyse, Naya se redressa. Son corps tremblait visiblement, mais sa détermination semblait inébranlable. D'un mouvement de tête, elle indiqua une direction à ses petits, vers la forêt dense qui bordait le lac. Shadow, comprenant immédiatement, poussa doucement Spark pour l'inciter à se lever. Le chaton tremblant obéit, chancelant sur ses pattes engourdies. Storm, cependant, restait immobile, trop faible pour se déplacer. Sans hésitation, Naya le saisit délicatement par la peau du cou. Malgré son propre épuisement, elle le souleva et commença à marcher précautionneusement sur la glace, guidant les 2 autres vers la sécurité. « On devrait les suivre », dit Marie, déjà en train de rassembler son équipement. « Cette famille est extraordinaire. Nous pourrions documenter un comportement complètement inédit. » Thomas hésita. De loin seulement. Ils sont extrêmement vulnérables maintenant. Notre présence pourrait les stresser davantage. Il sortit une petite balise de son sac. Utilisons plutôt le drone miniature. Il nous permettra de les observer sans perturber leur récupération. En quelques minutes, le petit drone était opérationnel, suivant discrètement la famille de lynx qui s'enfonçait dans la forêt. Sur l'écran de contrôle, Thomas et Marie observaient Naya progresser laborieusement,
son instinct la guidant vers un objectif que les scientifiques ne pouvaient que deviner. Elle se dirige vers le sud, nota Thomas. Il y a une zone rocheuse par là, si ma mémoire est bonne. Potentiellement des abris naturels. Effectivement, après 20 minutes d'une progression difficile, Naya atteignit un affleurement rocheux. Avec une précision surprenante, elle se dirigea vers une petite ouverture entre deux rochers, l'entrée d'une cavité naturelle que les scientifiques n'avaient jamais répertoriée. Un abri secret, souffla Marie. Voilà comment elle survit aux pires tempêtes. Elle connaît le territoire comme sa poche. Le drone, maintenu à distance respectueuse, leur permit d'observer Naya déposer Storm à l'intérieur de la cavité, avant de s'atteler à une tâche étonnante. Elle commença à rassembler des brindilles sèches et des feuilles mortes, créant un nid au fond de l'abri. Elle construit un nid d'isolation, commenta Thomas, fasciné. Les lynx ne sont pas connus pour construire des nids élaborés comme certains mammifères. Une fois le nid complété, Naya guida Spark et Shadow vers cette couche improvisée, puis s'allongea autour d'eux, créant une barrière vivante contre le froid. Elle reprit ensuite son travail méticuleux, léchant inlassablement le pelage de ses petits pour le sécher, concentrant particulièrement ses efforts sur Storm, toujours le plus faible. Son comportement dépasse l'instinct maternel basique, murmura Thomas. Elle fait preuve d'une planification, d'une capacité à résoudre des problèmes complexes en séquence. Marie, qui prenait frénétiquement des notes, hocha la tête. C'est comme si elle avait conscience des étapes nécessaires, sécher, isoler, réchauffer, dans cet ordre précis. À l'abri dans leur refuge, les lynx commençaient lentement à récupérer. Le pelage de Spark et Shadow se gonflait à nouveau, tandis que Storm, bien que toujours léthargique, réagissait maintenant aux stimulations de sa mère. « On devrait retourner à la cabane », suggéra Thomas, après 2 heures d'observation. « Le drone a besoin d'être rechargé et nous devons analyser ce que nous avons vu. » Marie acquiesça à contre-cœur. « Tu as raison, et il faut préparer un rapport détaillé. Ce que nous avons observé aujourd'hui pourrait changer notre compréhension de l'intelligence des félins sauvages. » Sur le chemin du retour, les 2 scientifiques marchaient en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Le crissement de leurs pas sur la neige et leur respiration formant des nuages de vapeur étaient les seuls sons qui troublaient la quiétude de la forêt hivernale. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» dit finalement Thomas, brisant le silence. « Si nous pouvons documenter scientifiquement ce niveau de comportement cognitif chez un félin sauvage, ça remettrait en question certaines théories sur la cognition animale, compléta Marie, surtout celles qui tracent une ligne claire entre les comportements instinctifs et les comportements appris ou adaptés. De retour à leur cabane, la chaleur du poêle à bois les accueillit comme une bénédiction. Thomas s'empressa de télécharger les images du drone sur son ordinateur, tandis que Marie préparait du thé chaud. « Regarde ça », appela Thomas, pointant son écran. Il avait isolé une séquence montrant Naya en train de lécher méticuleusement Storm. Elle insiste particulièrement sur sa poitrine et sa gorge. C'est exactement là où se concentrerait un vétérinaire pour stimuler la respiration. Marie se pencha pour mieux voir. « Comment sait-elle faire ça? Tu crois que c'est purement instinctif ?» Thomas se renversa dans sa chaise, retirant ses lunettes pour se frotter les yeux. « Je ne sais plus ce qui est instinctif ou appris, Marie. Nous avons toujours supposé que les comportements complexes chez les félins sauvages étaient soit innés, soit des apprentissages simples par essai-erreur. » Il fit défiler d'autres images, s'arrêtant sur une vue de la cavité où la famille s'était réfugiée. Mais ceux-ci trouvaient un abri spécifique, créer un nid d'isolation, la séquence précise des actions pour maximiser la survie. Tout cela suggère une forme de raisonnement, de planification. Marie s'assit en face de lui, ses mains enroulées autour de sa tasse fumante. Et si nous avions sous-estimé leur intelligence émotionnelle aussi?
le désespoir que cette mère a dû ressentir, la détermination. Ce n'était pas seulement de l'instinct de préservation de l'espèce. Thomas sourit légèrement. Tu sais que la communauté scientifique va nous tomber dessus si nous commençons à parler d'émotions complexes chez les lynx. Et pourtant, qu'est-ce que c'était d'autre? Insista Marie. Appelle ça comme tu veux. Instinct maternel poussé à l'extrême, comportement adaptatif. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui ressemblait beaucoup à de l'amour et du sacrifice, non? Thomas ne répondit pas immédiatement. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la forêt qui s'assombrissait à mesure que le soleil déclinait. Le monde sauvage qu'il étudiait depuis si longtemps lui semblait soudain plus mystérieux, plus profond qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Tu sais ce que disait toujours mon vieux professeur à l'université, dit-il finalement, que la plus grande erreur des scientifiques est de sous-estimer la complexité de ce qu'ils étudient. » Il se retourna vers Marie. « Demain, dès l'aube, nous retournerons observer cette famille. Je veux voir comment Storm s'en sort, et surtout, je veux documenter chaque aspect de leur récupération. » Marie hocha la tête, son regard s'illuminant d'une détermination nouvelle. On devrait contacter le professeur Cloutier à Montréal. Ses travaux sur la cognition des mammifères prédateurs pourraient offrir un cadre théorique pour ce que nous observons. Bonne idée, approuva Thomas. Et n'oublions pas de vérifier les archives. Il doit bien exister d'autres cas documentés de comportements similaires chez d'autres félins sauvages. Alors que la nuit tombait sur la forêt québécoise, deux mondes parallèles coexistaient dans le froid, celui des scientifiques, fébriles et excités par leur découverte, et celui de Naya et ses petits, blottis dans leur refuge, luttant silencieusement pour leur survie. Dans sa cavité rocheuse, Naya veillait. Ses petits dormaient maintenant, leur respiration régulière et leur pelage presque sec. Storm, miraculeusement, semblait avoir surmonté le pire, bien que sa respiration reste plus rapide que la normale. La mère lynx, épuisée mais vigilante, maintenait sa position protectrice autour de sa portée, son corps agissant comme un rempart vivant contre le froid qui s'intensifiait avec la nuit. Son regard perçant fixait l'entrée de la cavité, guettant le moindre danger. Mais pour le moment, le seul adversaire était le froid, et contre lui, Naya avait déployé sa meilleure défense, la chaleur de son propre corps et l'amour féroce d'une mère déterminée à voir ses petits survivre jusqu'au lever du soleil. L'aube pointait à peine lorsque Thomas et Marie reprirent le chemin de la forêt. La température avait encore chuté pendant la nuit, atteignant les moins 35 degrés Celsius. Leur souffle formait d'épais nuages de condensation, tandis qu'ils avançaient en silence, chargés d'équipements supplémentaires, caméras thermiques de haute précision, microphones directionnels et le drone fraîchement rechargé. « Tu crois qu'ils ont survécu à la nuit ?» demanda Marie, son inquiétude transparaissant dans sa voix, habituellement professionnelle. Thomas, concentré sur le chemin, mit quelques secondes à répondre. « Si n'importe quelle mère peut les faire survivre à cette nuit, c'est Naya. » Pendant leur marche, Thomas repensait aux 3 années de suivi de cette femelle lynx particulière. Naya n'était pas une inconnue pour l'équipe scientifique. Il l'avait d'abord repérée comme une jeune femelle solitaire, remarquable par son territoire inhabituellement vaste et sa capacité à chasser des proies plus grandes qu'elle. Ils avaient documenté sa première portée, 2 ans auparavant. 2 petits seulement, qu'elle avait élevés avec un succès remarquable, malgré un hiver particulièrement rude. « Tu te souviens de sa confrontation avec le coyote l'an dernier ?» dit soudain Thomas, brisant le silence. Marie sourit sous son écharpe. Comment l'oublier? Elle l'a poursuivi sur plus de 2 kilomètres pour l'éloigner de ses petits. Exactement. Naya a toujours montré un comportement maternel exceptionnel, même pour un lynx. Thomas ajusta ses jumelles autour de son cou. C'est peut-être ce qui l'a préparé à réagir si intelligemment hier.
Ils atteignirent enfin la lisière du lac gelé. Avec précaution, ils contournèrent la zone où la glace s'était rompue la veille, désormais recouverte d'une fine couche qui dissimulait perfidement le danger. « Par là », indiqua Thomas, pointant vers l'affleurement rocheux que le drone avait identifié. À mesure qu'ils s'approchèrent de la cavité, Thomas ralentit délibérément le pas, signalant à Marie de faire de même. « Maintenant, silence total », chuchota-t-il. « On observe à distance sécuritaire. » Ils s'installèrent derrière un bosquet d'épinettes, à environ 50 mètres de l'entrée de la petite grotte. Thomas déploya la caméra thermique, tandis que Marie préparait le drone pour un survol discret. L'image thermique s'illumina, révélant instantanément 4 signatures distinctes à l'intérieur de la cavité. 4 cœurs battants, 4 corps produisant de la chaleur. « Ils sont vivants », souffla Marie, un sourire irrépressible éclairant son visage habituellement stoïque. « Tous les 4. » Thomas hocha la tête, sa propre émotion trahie par le tremblement de ses mains sur l'équipement. « Les signatures thermiques sont bonnes. Même celle du petit qui était en hypothermie sévère montre une température proche de la normale. » Le drone s'éleva silencieusement, planant à distance respectueuse de l'entrée de la cavité. Sur l'écran de contrôle, ils aperçurent enfin ce qu'ils espéraient, Naya, éveillée et alerte, ses oreilles touffues pivotant pour capter les sons environnants. Contre son flanc, les 3 petits dormaient encore, blottis en un enchevêtrement de fourrure tachetée. « Regarde », murmura Thomas, pointant l'écran. « Elle a placé Storm au milieu, entre ses frères et sœurs et son propre corps. Maximisation de la chaleur. » Marie prit plusieurs clichés. « Son pelage est presque sec maintenant. Elle a dû passer la nuit à se lécher pour évacuer l'humidité. » Pendant qu'ils observaient, Storm s'éveilla soudain. Le petit lynx que tous deux avaient cru perdu la veille leva sa tête et émit un miaulement faible mais distinct. Immédiatement, Naya se pencha vers lui, le reniflant méticuleusement avant de lui administrer quelques coups de langue sur la tête. « Test neurologique », commenta Thomas, mi-plaisantant, mi-sérieux. Marie lui lança un regard oblique. « Tu plaisantes, mais son comportement est véritablement méthodique. Elle vérifie ses réflexes, sa réactivité. » Sur l'écran, ils observèrent Storm tenter de se lever. Ses mouvements étaient hésitants, légèrement déséquilibrés, mais le simple fait qu'il puisse se tenir debout relevait du miracle après son immersion prolongée dans l'eau glaciale. Naya se leva alors, s'étirant longuement. Elle s'approcha de l'entrée de la cavité, humant l'air froid du matin. Son regard scrutateur balaya les environs, s'arrêtant brièvement dans la direction des scientifiques, bien que ceux-ci soient parfaitement dissimulés. « Elle sait que nous sommes là », murmura Thomas. Son odorat est exceptionnel. Mais Naya ne semblait pas alarmée par leur présence distante. Après un moment d'observation, elle retourna auprès de ses petits qui s'étaient tous réveillés. D'un mouvement de tête, elle les encouragea à se lever et à s'étirer. « Elle va tenter de les nourrir », prédit Marie. « Ils n'ont rien mangé depuis au moins 24 heures et elle a dépensé énormément d'énergie. » Effectivement, Naya se dirigea vers le fond de la cavité où, à la surprise des scientifiques, se trouvait une carcasse partiellement consommée d'un lièvre d'Amérique. « Une réserve de nourriture », s'exclama doucement Thomas. Elle avait stocké une proie dans cet abri. Marie hocha la tête impressionnée. « Ce n'est pas un abri occasionnel, c'est un refuge préparé avec des provisions. » Ils observèrent Naya déchirer délicatement des morceaux de viande qu'elle présenta d'abord à Storm, puis aux 2 autres. Son comportement était méticuleux, presque calculé. Elle insistait particulièrement auprès de Storm, s'assurant qu'il mangeait suffisamment pour reconstituer ses forces. Après le repas, les petits semblèrent revigorés. Même Storm, bien que toujours plus faible,
se déplaçait avec une assurance croissante. Shadow et Spark commencèrent à jouer doucement, se pourchassant dans les limites sécurisantes de la cavité. Comportement ludique, excellent signe, nota Thomas. La hiérarchie normale semble se rétablir. Marie acquiesça. Le traumatisme ne semble pas avoir causé de dommages neurologiques permanents. C'est remarquable. Soudain, leur attention fut attirée par un changement d'attitude chez Naya. La mère lynx s'était figée, ses oreilles dressées, son corps tendu comme un arc. Instinctivement, les chatons cessèrent leur jeu et se plaquèrent au sol. « Quelque chose approche », murmura Thomas, ajustant la caméra pour balayer les environs. Dans la lumière matinale qui baignait maintenant la forêt, une silhouette massive se découpait entre les arbres, un orignal mâle adulte, probablement attiré par le point d'eau que constituait le lac. L'immense cervidé progressait lentement, inconscient de la présence des lynx ou des humains. Si l'orignal ne représentait pas une menace directe pour les lynx, sa proximité constituait néanmoins un risque. Un simple coup de sabot pouvait être fatal pour un chaton. Naya le savait manifestement, car elle émit un feulement bas, ordonnant à ses petits de rester immobiles et silencieux. L'orignal s'arrêta à 20 mètres de la cavité, reniflant l'air. Pendant un instant tendu, les scientifiques craignirent qu'il ne détecte les lynx. Mais l'animal, après avoir gratté distraitement la neige pour atteindre quelques brins d'herbe gelée, reprit sa route, s'éloignant progressivement. Ce n'est qu'une fois l'orignal disparu que Naya se détendit visiblement. Elle retourna vers ses petits, les reniflant pour s'assurer que tous étaient restés calmes et silencieux. Communication silencieuse parfaite, commenta Marie. Les petits ont instantanément compris et obéi au signal de danger. Thomas hocha la tête, pensif. C'est dans ces moments qu'on réalise à quel point notre compréhension des langages animaux est limitée. Il y a tout un système de communication que nous ne faisons qu'effleurer. La matinée avançait, et avec elle, la température remontait légèrement. À l'intérieur de la cavité, la famille de lynx commençait à montrer des signes d'activité accrue. Naya s'approcha de l'entrée, scrutant attentivement les environs avant de faire un pas à l'extérieur, testant la neige sous ses larges pattes. Elle évalue s'ils peuvent quitter l'abri, expliqua Thomas, si Storm est assez fort pour se déplacer. Marie fronça les sourcils. C'est peut-être trop tôt, il a failli mourir hier. Naya semblait partager cette préoccupation. Après avoir exploré brièvement les abords immédiats de la cavité, elle retourna auprès de ses petits, semblant décider que Storm avait encore besoin de repos. Elle s'allongea près d'eux, initiant une séance de toilettage méticuleux, insistant particulièrement sur le pelage de Storm, s'assurant qu'il était parfaitement sec et isolant. À midi, Thomas reçut un appel sur son téléphone satellite. Il s'éloigna pour répondre, revenant quelques minutes plus tard avec une expression à la fois excitée et préoccupée. C'était le directeur du centre de recherche, annonça-t-il à Marie. J'ai partagé quelques-unes de nos photos préliminaires ce matin. Il est impressionné, mais aussi prudent. Il veut que nous renforcions la documentation scientifique avant toute publication. Marie rangea soigneusement son carnet de notes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Une équipe supplémentaire arrive demain avec du matériel plus sophistiqué. Capteur de signes vitaux à distance, spectrographe pour analyser la composition du lait maternel et même un spécialiste en cognition animale. Marie haussa les sourcils. Tout ça pour une famille de lynx ? Thomas sourit. Pas n'importe quelle famille. Ce que Naya a fait hier défie les théories conventionnelles sur la cognition des félins sauvages. Si nous pouvons documenter scientifiquement ces comportements, cela pourrait représenter une avancée majeure dans notre compréhension de l'intelligence animale. Il regarda à nouveau vers la cavité où Naya veillait sur ses petits. Mais pour l'instant, notre priorité est de nous assurer que cette famille survit. Marie acquiesça, son regard suivant celui de Thomas. Je m'inquiète pour Storm.
Il semble aller mieux, mais une rechute est toujours possible. C'est pourquoi nous allons rester jusqu'à la tombée de la nuit, décida Thomas. Nous établirons un camp d'observation et nous organiserons des tours de garde. Je veux un suivi continu pendant au moins 48 heures. Alors que le soleil atteignait son zénith, faisant scintiller la neige d'une lumière presque aveuglante, la forêt semblait figée dans un calme surréaliste. Seul le craquement occasionnel d'une branche cédant sous le poids de la neige ou le lointain tambourinement d'un pic-bois venait troubler le silence. Dans leur abri rocheux, Naya et ses petits représentaient un îlot de vie et de chaleur au milieu de l'hiver impitoyable, un témoignage vivant de la force de l'instinct maternel et peut-être d'une intelligence que les humains commençaient tout juste à reconnaître. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsque Thomas et Marie observèrent un changement dans le comportement de Naya. La mère lynx, après avoir scruté minutieusement les alentours, émergea complètement de la cavité. D'un mouvement de tête, elle encouragea ses petits à la suivre, mais seuls Shadow et Spark obéirent immédiatement. Storm resta à l'entrée, hésitant, ses pattes encore légèrement tremblantes. « Il craint l'extérieur maintenant », murmura Marie, notant scrupuleusement ce comportement. Un traumatisme associé à son expérience. Thomas ajusta la focale de sa caméra. Ou simplement de la prudence. N'oublions pas que ces animaux ont une intelligence pratique remarquable. Naya, constatant l'hésitation de Storm, retourna vers lui. Avec une patience étonnante, elle l'encouragea à nouveau, puis, face à sa réticence, fit quelque chose d'inattendu. Elle se positionna devant lui, lui offrant son dos comme support. « Regarde ça », chuchota Thomas, stupéfait. Elle lui propose un appui physique. Storm, après un instant d'hésitation, s'approcha de sa mère et s'appuya contre elle, trouvant visiblement du réconfort dans ce contact. Progressivement, il fit quelques pas à l'extérieur, sa démarche s'affermissant peu à peu. Pendant la demi-heure suivante, les scientifiques observèrent Naya guider ses petits dans un périmètre restreint autour de la cavité. Ses mouvements étaient méthodiques, créant un circuit d'exploration qui ramenait régulièrement à la sécurité de l'abri. Systématiquement, elle testait la réactivité de Storm, l'encourageant à franchir de petits obstacles, à grimper sur des rochers bas, évaluant manifestement sa récupération physique. « C'est fascinant », commenta Marie. « On dirait presque une séance de rééducation. » Thomas hocha la tête, songeur. Elle instinctivement sait qu'il a besoin de retrouver sa force musculaire et sa coordination après le traumatisme. La question est, est-ce purement instinctif ou y a-t-il une part de compréhension cognitive de la situation? À la tombée du jour, la famille regagna la cavité. Naya organisa ses petits comme la veille, plaçant Storm au centre de leur groupe compact, maximisant ainsi sa protection thermique. Les scientifiques, satisfaits de l'évolution positive de la situation, décidèrent d'installer leur camp d'observation à distance raisonnable. « Je prendrai le premier tour de garde », proposa Thomas. « Repose-toi. Demain sera une journée chargée avec l'arrivée de l'équipe. » Marie acquiesça, épuisée mais exaltée par ce qu'ils avaient observé. « Réveille-moi dans 4 heures. » La nuit passa sans incident, les deux scientifiques se relayant pour maintenir une surveillance discrète. Au petit matin, Thomas préparait du café sur leur réchaud portable quand le vrombissement distant d'un hélicoptère troubla la quiétude de la forêt. « L'équipe arrive plus tôt que prévu », remarqua-t-il, consultant sa montre. Marie sortit précipitamment de la tente, son regard instinctivement tourné vers la cavité des lynx. Ils vont perturber la famille si l'hélicoptère s'approche trop. Thomas saisit immédiatement sa radio. « Base, ici, équipe terrain. L'hélicoptère doit maintenir une distance minimale de 3 km du site. Je répète, atterrissage à minimum 3 km. Nous viendrons à votre rencontre. » La réponse crépita. « Compris équipe terrain. Changement de cap en cours. » Marie soupira de soulagement. « Bien joué. »
Naya et les petits ont besoin de calme, surtout Storm. » Ils terminèrent rapidement leur café et préparèrent leur équipement. Après un dernier regard vers la cavité, où tout semblait paisible, ils se mirent en route pour accueillir leurs collègues. L'hélicoptère avait atterri dans une clairière à environ 4 km du site d'observation. À leur arrivée, Thomas et Marie découvrirent une équipe plus importante que prévu. 5 personnes déchargeaient un équipement sophistiqué sous la supervision d'une femme d'une 50aine d'années que Thomas reconnut immédiatement. « Professeur Chen », l'accueillit-il avec respect. « Je ne savais pas que vous viendriez en personne. » Elizabeth Chen, neurobiologiste de renommée mondiale spécialisée dans la cognition des mammifères, lui serra vigoureusement la main. « Comment aurais-je pu rester à l'écart ? Vos photos préliminaires montrent un comportement qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'intelligence des félins sauvages. » Elle se tourna vers Marie, lui adressant un sourire chaleureux. « Docteur Lapointe, j'ai lu votre thèse sur les structures familiales chez les félins nordiques. Impressionnant. » Marie rougit légèrement sous le compliment. « Merci, professeur. Mais ce que nous observons actuellement dépasse largement mes hypothèses les plus audacieuses. » Chen hocha la tête, son regard brillant d'excitation scientifique. « Racontez-moi tout depuis le début, n'omettez aucun détail. » Pendant que les techniciens finalisèrent les préparatifs, Thomas et Marie briefèrent le professeur et ses assistants sur les événements des dernières 36 heures. Chen écoutait attentivement, interrompant occasionnellement pour poser des questions précises sur les mouvements de Naya, ses vocalisations, la séquence exacte de ses actions lors du sauvetage. « Fascinant », murmura-t-elle lorsqu'ils eurent terminé. « Surtout cette réanimation intuitive. Nous avons documenté des comportements similaires chez les grands singes et les éléphants, mais jamais chez un félin sauvage avec cette méthodologie. » L'un des assistants, un jeune homme à l'air sérieux, intervint. Pourrait-il s'agir d'un comportement appris? Peut-être a-t-elle observé d'autres femelles faire de même? Thomas secoua la tête. Peu probable. Les lynx roux sont essentiellement solitaires, hormis la période d'élevage des petits. Les occasions d'apprentissage social sont extrêmement limitées. Ce qui rend ce comportement encore plus remarquable, conclut Chen. Allons installer notre matériel. Chaque heure compte dans la documentation de ce cas. Le retour vers le site d'observation se fit lentement, l'équipe progressant avec précaution pour ne pas déranger la faune locale. À mi-chemin, Thomas, qui menait la marche, s'arrêta brusquement, levant une main pour signaler aux autres de faire de même. À une 50aine de mètres devant eux, Naya était sortie de sa cavité avec ses 3 petits. La mère lynx conduisait sa portée dans ce qui semblait être une courte expédition de chasse, Shadow et Spark suivant attentivement ses mouvements tandis que Storm progressait plus prudemment. « Ne bougez plus », chuchota Thomas, « qu'il ne nous détecte pas. » L'équipe s'immobilisa, observant la scène avec une fascination mêlée de respect. Naya guidait ses petits avec une patience remarquable, adaptant son rythme à celui de Storm. À un moment donné, elle s'arrêta près d'un buisson de baies desséchées, délogeant délibérément un campagnol qui tentait de s'y cacher. Au lieu de capturer elle-même le rongeur, elle laissa Shadow tenter sa chance. Le jeune lynx bondit maladroitement, manquant sa proie qui fila sous la neige. Sans s'attarder sur cet échec, Naya conduisit ses petits vers un autre buisson, où la scène se répéta, cette fois avec Spark. Elle leur enseigne activement la technique de chasse, murmura Chen, clairement impressionné. Regardez comment elle crée des opportunités d'apprentissage adaptées à leur niveau. Ce fut ensuite au tour de Storm. Le petit lynx, encore affaibli par son épreuve, semblait réticent. Naya s'approcha de lui, émettant un son doux que les microphones directionnels de l'équipe captèrent parfaitement. Une vocalisation d'encouragement, nota l'un des assistants, enregistrant frénétiquement les données. Sous cette guidance, Storm tenta finalement sa chance. Ses mouvements étaient moins fluides que ceux de ses frères et sœurs, mais il parvint à bondir et surprit tout le monde, y compris peut-être lui-même, en attrapant effectivement un petit rongeur.
Incroyable, souffla Marie. Son premier succès après le traumatisme. Naya émit un nouveau son différent du précédent, presque comme une félicitation. Elle s'approcha de Storm, renifla sa prise, puis lui permit de la consommer. Le petit lynx dévora sa proie avec appétit, visiblement revitalisé par ce succès. L'équipe scientifique resta immobile, captivée par cette leçon de chasse improvisée. Après environ 20 minutes, Naya rassembla ses petits et les guida de retour vers leur abri, disparaissant entre les rochers. C'était extraordinaire, articula finalement Chen lorsqu'ils furent certains que les lynx étaient hors de portée. La précision pédagogique, l'adaptation au rythme de chaque petit, l'encouragement spécifique pour le plus faible. Thomas hocha gravement la tête, et nous n'avons vu qu'un fragment de leur interaction quotidienne. L'équipe reprit sa progression vers le site d'observation, l'excitation scientifique palpable dans l'air froid. Une fois arrivés, ils installèrent rapidement leur équipement avancé, capteurs thermiques à longue portée, microphones ultrasensibles et même un petit laboratoire de terrain pour analyser d'éventuels échantillons. Nous devons établir un protocole d'observation rigoureux, déclara Chen, rassemblant l'équipe. Documentation 24/7, rotation des observateurs, enregistrement systématique de chaque comportement selon la grille cognitive standard. Elle fit une pause, son regard parcourant les visages attentifs autour d'elle. Mais n'oublions jamais que notre priorité absolue est de ne pas interférer. Ces animaux ont traversé une épreuve traumatisante. Notre présence ne doit pas constituer un stress supplémentaire. Marie, qui manipulait l'un des microphones directionnels, se figea soudain. « Écoutez », murmura-t-elle, tendant un casque à Chen. Le professeur ajusta l'appareil sur ses oreilles, son expression passant de la curiosité à la préoccupation. Des vocalisations d'alarme. Quelque chose perturbe la famille. Thomas saisit immédiatement ses jumelles, scrutant la zone autour de la cavité. « Je ne vois rien. Attendez. » Il ajusta la focale, se concentrant sur un mouvement à la limite de son champ de vision. « Nous avons un problème. » À travers ses jumelles, Thomas distingua enfin la source de l'agitation. 2 silhouettes humaines s'approchèrent de la zone, équipées de ce qui semblait être des appareils photo à long objectif. « Des photographes », grommela-t-il, une pointe de frustration dans la voix, probablement attirés par l'hélicoptère. Chen fronça les sourcils. Comment aurait-il pu savoir pour la famille de lynx? Ils ne savent pas forcément, répondit Marie. Mais un hélicoptère dans cette zone isolée signifie généralement quelque chose d'intéressant pour les amateurs de faune sauvage. Thomas passa ses jumelles à Chen. Regardez leur équipement, ce ne sont pas des amateurs, ils ont du matériel professionnel. Le professeur observa attentivement. Vous avez raison, et il se dirige droit vers la cavité. Thomas n'hésita pas. Je vais les intercepter. On ne peut pas les laisser perturber la famille, surtout maintenant. Marie se leva pour l'accompagner, mais Chen la retint. Restez ici avec l'équipe. Continuez les observations. Je vais avec le docteur Moreau. Les 2 scientifiques s'éloignèrent rapidement, empruntant un chemin qui leur permettrait d'intercepter les photographes avant qu'ils n'approchent trop près du territoire des lynx. Pendant ce temps, Marie dirigea les microphones vers la cavité, captant les vocalisations de plus en plus agitées de Naya. Elle perçoit la présence des étrangers, nota l'un des assistants. Son rythme cardiaque a augmenté de 30%, d'après les capteurs thermiques. Marie observait avec inquiétude le comportement de la mère lynx. Naya avait rassemblé ses petits au fond de la cavité, se positionnant à l'entrée, corps tendu, prête à défendre sa portée. Ses oreilles touffues pivotaient nerveusement, captant le moindre son, tandis que son regard intense balayait les alentours. À 200 mètres de là, Thomas et Chen rattrapèrent les photographes, 2 hommes d'une trentaine d'années, lourdement équipés. « Messieurs », appela Thomas d'une voix ferme mais cordiale, « je suis le docteur Moreau du département de la faune du Québec.
Cette zone est actuellement sous restriction d'accès pour une étude scientifique. Les deux hommes se retournèrent, surpris. Le plus grand des deux, barbe rousse et veste de camouflage, afficha une expression contrariée. « On a des permis pour photographier dans le parc », répliqua-t-il. « Rien n'indique que cette zone est restreinte. » Chen s'avança, son autorité naturelle immédiatement perceptible. « Je suis le professeur Elizabeth Chen de l'Université de Colombie-Britannique. Nous menons une étude cruciale sur une famille de lynx qui a vécu un traumatisme significatif. Votre présence risque de compromettre non seulement notre recherche, mais également la survie des sujets. » Le second photographe, plus jeune et visiblement plus réceptif, abaissa son appareil. « Une famille de lynx? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Thomas hésita, pesant rapidement le pour et le contre de partager des informations. Une mère lynx a sauvé ses petits d'une noyade dans le lac gelé. L'un d'eux récupère encore de l'hypothermie sévère. Les yeux du photographe s'écarquillèrent. Elle a plongé dans l'eau glacée pour les sauver. Vous avez des images? Quelques-unes, admit Thomas. Mais ce n'est pas le point. Cette famille est extrêmement vulnérable en ce moment. Toute perturbation pourrait... Écoutez, interrompit l'homme à la barbe rousse. Je comprends votre préoccupation, mais vous réalisez la valeur de photos montrant un tel comportement? C'est du jamais vu. Chen croisa les bras, inflexible. C'est précisément pourquoi nous documentons scientifiquement ce cas. Les implications pour notre compréhension de la cognition des félins sauvages sont immenses. Un silence tendu s'installa, brisé finalement par le plus jeune photographe. Et si on travaillait ensemble? Nous avons l'habitude d'approcher la faune sauvage sans la perturber. Vos données scientifiques, nos images, ça pourrait sensibiliser le public à l'intelligence de ces animaux. Thomas et Chen échangèrent un regard. La proposition avait du mérite. Des images professionnelles pourraient effectivement servir leur cause, et mieux valait intégrer ces photographes à leur protocole que risquer qu'ils tentent d'approcher les lynx par eux-mêmes. À une condition, déclara fermement Thomas. Vous suivez strictement nos directives. Aucune approche sans autorisation, aucun flash, aucune tentative d'obtenir un meilleur angle qui pourrait stresser les animaux. Et vos images devront être validées par notre équipe avant toute publication, ajouta Chen. Les photographes acceptèrent ces conditions et le petit groupe fit route vers le camp d'observation. Marie les accueillit avec un soulagement visible. « La situation s'est calmée », rapporta-t-elle. Naya a cessé les vocalisations d'alarme, mais reste en état d'alerte élevée. Elle jeta un regard interrogateur vers les photographes et Thomas lui expliqua brièvement leur accord. Les assistants leur attribuèrent un emplacement d'observation éloigné, équipé d'un moniteur relié aux caméras principales pour qu'ils puissent voir sans approcher directement. Pendant que l'équipe réorganisait le camp pour accueillir les nouveaux venus, Chen prit Thomas et Marie à part. Ce que nous observons va bien au-delà d'un simple comportement maternel instinctif, dit-elle à voix basse. Les données préliminaires suggèrent un niveau de cognition que nous associons généralement aux primates et aux cétacés, pas aux félins. Thomas hocha la tête. La séquence du sauvetage elle-même, plonger, localiser, extraire, réanimer, montre une capacité de planification séquentielle remarquable. Sans parler de sa technique de réanimation, ajouta Marie, ce n'est pas un comportement que les lynx pratiquent régulièrement. Comment a-t-elle su quoi faire? Chen sourit légèrement. C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Intelligence? Instinct avancé? Apprentissage par observation? Ou quelque chose que nous n'avons pas encore théorisé? Leur discussion fut interrompue par un appel excité de l'un des assistants. Activité à la cavité. Naya sort avec les petits. Toute l'équipe se précipita vers les postes d'observation. Effectivement, la mère lynx émergeait prudemment de l'abri rocheux, scrutant attentivement les environs avant de faire signe à ses petits de la suivre. Cette fois, fait notable, Storm ne montrait plus d'hésitation,
Il suivait ses frères et sœurs avec une assurance croissante. Sa récupération est remarquable, murmura Chen. 48 heures après une hypothermie sévère, il se déplace presque normalement. Marie ajusta un microphone. Écoutez les vocalisations. Naya maintient une communication constante avec eux. En effet, la mère émettait une série de sons doux, presque inaudibles à distance, mais parfaitement captés par leur équipement. Les petits répondaient par des miaulements courts, créant ce qui semblait être un véritable dialogue. Je n'ai jamais entendu une telle complexité vocale chez des lynx, admit Thomas. On dirait qu'elle leur donne des instructions spécifiques. Les photographes, bien que maintenus à distance, capturaient frénétiquement la scène avec leur téléobjectif. Le plus jeune murmurait des exclamations admiratives devant ce spectacle rare. Naya conduisit sa famille vers une zone légèrement surélevée, riche en végétation basse, un habitat idéal pour les petits rongeurs. Elle s'immobilisa soudain, oreilles dressées, avant de se baisser légèrement. D'un mouvement précis, elle tapota la neige avec sa patte avant, délogeant un campagnol qui détala aussitôt. Cette fois, c'était au tour de Shadow de tenter sa chance. La petite femelle se mit en position de chasse, reproduisant avec une précision étonnante les mouvements de sa mère. Elle bondit gracieusement, attrapant le rongeur du premier coup. Impressionnant, commenta Chen. L'apprentissage par observation à son meilleur. Après Shadow, ce fut au tour de Spark, puis finalement de Storm. Le petit convalescent montra encore quelques maladresses, mais son amélioration était manifeste. Quand il parvint à attraper un petit mulot, Naya émit un son que les scientifiques n'avaient pas encore entendu, une sorte de ronronnement profond qui semblait exprimer une approbation. Elle le félicite spécifiquement, nota Marie, excitée. Elle reconnaît l'effort supplémentaire qu'il a dû fournir à cause de son état. L'après-midi avançait, et la famille de lynx poursuivait son expédition. Naya guidait ses petits avec une patience remarquable, créant régulièrement des opportunités d'apprentissage, tout en restant constamment vigilante. À plusieurs reprises, elle s'arrêta pour renifler l'air, ses yeux perçants balayant les environs, particulièrement dans la direction du camp d'observation. « Elle sait que nous sommes là », murmura Thomas. « Elle nous tolère, mais reste sur ses gardes. » Chen acquiesça. « C'est compréhensible. Après ce qu'elle a traversé, sa méfiance est renforcée. » L'un des assistants, qui analysait en temps réel les données des capteurs, signala quelque chose d'intéressant. Regardez les mesures de stress. Quand Storm s'éloigne trop, les niveaux de cortisol de Naya augmentent significativement. Avec les deux autres, l'augmentation est bien moindre. Elle est particulièrement protectrice envers lui maintenant, confirma Marie. Le traumatisme a créé un lien spécial. Thomas fronça les sourcils, pensif. Ou elle reconnaît simplement qu'il est plus vulnérable actuellement. Peut-être les deux, suggéra Chen. Nous avons tendance à séparer artificiellement l'émotionnel du pragmatique chez les animaux, mais la réalité est probablement plus nuancée. Alors que le soleil commençait à décliner, Naya rassembla ses petits pour le retour à la cavité. La famille progressait paisiblement, quand soudain, la mère lynx se figea, tous ses sens en alerte. Les petits s'immobilisèrent instantanément, se plaquant au sol dans un mouvement parfaitement synchronisé. « Quelque chose l'inquiète », chuchota Thomas. Les scientifiques scrutèrent les environs, mais ne virent rien d'anormal. Ce n'est qu'en consultant les capteurs thermiques qu'ils repérèrent la source de l'inquiétude. À environ 150 mètres au nord, une signature thermique importante se déplaçait lentement. « Un prédateur », murmura Marie. « Probablement un loup. » Chen ajusta ses jumelles. « Pas un loup, un carcajou. » Thomas sentit son pouce accélérer. Le carcajou, ou glouton, était l'un des prédateurs les plus redoutables de la forêt boréale.
Bien que de taille modeste, sa férocité et sa force en faisaient une menace sérieuse, même pour une mère lynx. « Si ce carcajou repère les petits, » commença-t-il, laissant la phrase en suspens. Ils observèrent, tendus, tandis que Naya prenait rapidement une décision. Au lieu de fuir vers la cavité, potentiellement révélant ainsi sa position au prédateur, elle guida ses petits vers un épais buisson d'épinettes. D'un mouvement précis, elle les poussa sous les branches basses, avant de se positionner à proximité, parfaitement immobile mais prête à bondir. La stratégie était claire. Rester invisible, mais être prêt à réagir si nécessaire. Le carcajou continuait sa progression, ignorant apparemment la présence des lynx. Il s'arrêta à une 50aine de mètres du buisson reniflant l'air. Les secondes s'étiraient comme des heures tandis que le carcajou reniflait l'air, ses puissantes mâchoires capables de broyer des os, entrecoupant sa respiration visible dans l'air glacé. L'animal massif, avec sa fourrure brun foncé et sa caractéristique bande claire sur les flancs, représentait une menace mortelle, particulièrement pour les jeunes lynx. Elle ne pourrait pas défendre les trois petits contre un carcajou adulte, murmura Thomas, la tension palpable dans sa voix. Chen hocha imperceptiblement la tête. Ces prédateurs sont connus pour leur ténacité. Une fois qu'ils ont repéré une proie, ils abandonnent rarement. L'équipe entière retenait son souffle. Les photographes, comprenant la gravité de la situation, avaient cessé de prendre des clichés, leurs appareils silencieux pour une fois. Le carcajou fit quelques pas de plus dans la direction du buisson d'épinettes, puis s'arrêta à nouveau. Son museau se plissa, testant l'air. Il semblait indécis, comme s'il percevait quelque chose, sans pouvoir le localiser précisément. Sous le buisson, les trois petits lynx restaient parfaitement immobiles, leur discipline remarquable pour de si jeunes animaux. Naya, légèrement en avant d'eux, était une statue vivante, seuls ses yeux alertes, trahissant sa vigilance absolue. Puis, soudain, elle fit quelque chose qui stupéfia les scientifiques. Au lieu de rester cachée ou de préparer une défense désespérée, Naya émergea délibérément de sa position, s'exposant à la vue du carcajou. Elle s'éloigna du buisson qui abritait ses petits, se déplaçant lentement, presque avec ostentation. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» chuchota Marie incrédule. Chen plissa les yeux, analysant le comportement. Elle détourne son attention. Elle éloigne volontairement le danger de ses petits. Effectivement, le carcajou avait immédiatement repéré le lynx adulte. Il se figea, évaluant cette rencontre inattendue. Naya continua son manège, s'éloignant progressivement du buisson protecteur, attirant l'attention du prédateur dans la direction opposée. « C'est de la diversion délibérée », murmura Thomas, fasciné. Un comportement que nous attribuons habituellement aux oiseaux nicheurs, pas aux félins. Le carcajou, après un moment d'hésitation, commença à suivre Naya, visiblement intrigué par ce lynx qui ne fuyait ni n'attaquait. La mère continuait sa progression mesurée, maintenant une distance prudente tout en s'assurant que le prédateur la suivait. Elle calcule précisément, nota Chen. Assez près pour maintenir son intérêt, assez loin pour rester hors de danger. Pendant ce temps, sous le buisson d'épinettes, les trois chatons restaient parfaitement immobiles, démontrant une discipline impressionnante. Storm, malgré sa récente épreuve, ne montrait aucun signe de panique ou de faiblesse qui aurait pu les trahir. La danse mortelle entre Naya et le carcajou se poursuivit pendant plusieurs minutes, la mère lynx guidant méthodiquement le prédateur loin de ses petits. Lorsqu'ils eurent atteint une distance d'environ 200 mètres, elle changea brusquement de tactique. Avec une explosivité surprenante, Naya bondit sur un tronc d'arbre bas, puis dans les branches d'un épinette, disparaissant presque instantanément dans le couvert végétal. Le carcajou s'arrêta, désorienté par cette disparition soudaine. Il tourna en cercle, reniflant frénétiquement, mais Naya avait utilisé une échappatoire typique des félins que le mustélidé, malgré sa redoutable intelligence, ne pouvait suivre.
Après plusieurs minutes de recherche infructueuse, le carcajou abandonna, reprenant sa route initiale qui l'éloignait heureusement de la zone où se cachèrent les petits. « Incroyable !» souffla Marie. Elle a parfaitement exécuté une stratégie complexe de diversion et d'évasion. Thomas acquiesça, impressionné. La question est, va-t-elle revenir directement vers ses petits ou... Sa question resta en suspens car la réponse se matérialisait déjà devant leurs yeux. Naya ne retournait pas directement au buisson. Au lieu de cela, elle effectuait un large détour, effaçant méticuleusement ses traces, changeant plusieurs fois de direction dans une tactique évidente pour brouiller toute piste que le carcajou aurait pu suivre ultérieurement. « Elle anticipe », murmura Chen, stupéfaite. Elle ne réagit pas simplement à la menace immédiate. Elle prévient une menace future en éliminant les traces qui pourraient guider le prédateur vers ses petits. Ce n'est qu'après ce détour élaboré que Naya revint finalement vers le buisson d'épinettes. Avec d'infinies précautions, elle approcha l'abri improvisé, émettant un son doux, presque inaudible à distance, mais que les microphones de l'équipe captèrent parfaitement. Un signal de « tout va bien », interpréta Marie. Elle leur communique que le danger est passé. Les 3 chatons émergèrent prudemment, leur petit corps se détendant visiblement en retrouvant leur mère. Naya les inspecta un par un, s'attardant particulièrement sur Storm, comme pour vérifier que l'épreuve n'avait pas aggravé son état. « Regardez sa séquence de vérification », nota Thomas, systématique, méthodique. Chen hochait lentement la tête, profondément impressionnée. Ce n'est pas simplement de l'instinct. Elle adapte son comportement à des circonstances uniques, planifie plusieurs étapes à l'avance et communique des informations complexes à ses petits. L'équipe scientifique observa Naya rassembler sa famille et reprendre leur chemin vers la cavité, cette fois par un itinéraire différent de leur trajet habituel, une précaution supplémentaire contre d'éventuels prédateurs. De retour au camp principal, l'excitation était palpable. Les assistants compilaient frénétiquement les données recueillies, tandis que les photographes examinaient leurs images avec une satisfaction évidente. « Ces clichés vont faire sensation », commentait le plus jeune, faisant défiler des images saisissantes de Naya détournant le carcajou. Le public n'a jamais vu un comportement félin aussi sophistiqué. Chen, Thomas et Marie s'étaient isolés pour une discussion plus approfondie. Ce que nous observons dépasse largement les cadres théoriques établis sur la cognition des félins sauvages, affirmait Chen, ses yeux brillants d'excitation scientifique. La séquence de sauvetage initiale était déjà extraordinaire, mais cette stratégie de diversion planifiée et la communication avec ses petits, ajouta Marie, les vocalisations spécifiques, les signaux non-verbaux, la coordination parfaite, c'est presque comme un langage. Thomas, habituellement le plus réservé du groupe, semblait tout aussi impressionné. La question fondamentale est « Comment distinguer l'inné de l'acquis ici ?» Certains comportements pourraient être des extensions d'instincts de base, mais d'autres semblent véritablement adaptés à des circonstances uniques. Chen tapotait pensivement son carnet de notes. Nous devons être rigoureux. Établir une baseline comportementale pour les lynx dans des circonstances normales, puis isoler les comportements qui s'en écartent significativement. « J'ai une idée », intervint Marie. « Nous avons des archives vidéo de dizaines de mères lynx avec leurs petits, filmés au cours des dernières années. Nous pourrions effectuer une analyse comparative. » « Excellente suggestion », approuva Chen. « Et nous devrions également examiner la littérature sur les comportements de sauvetage chez d'autres mammifères. Existe-t-il des précédents similaires chez les ours, les loups ou même les mammifères marins ?» Pendant qu'ils élaboraient leur méthodologie de recherche, l'un des assistants les interrompit. « Professeur, vous devriez voir ça. Nous avons terminé l'analyse spectrographique des vocalisations de Naya. » Sur l'écran d'ordinateur, des visualisations colorées représentaient les différents sons émis par la mère lynx dans diverses circonstances.
l'appel d'encouragement à Storm durant la chasse, le signal d'alarme lors de l'apparition du carcajou et le tout va bien après le danger. « Voici ce qui est fascinant », expliqua l'assistant. Ces 3 vocalisations partagent une structure de base similaire, mais avec des modulations spécifiques qui les rendent uniques et reconnaissables. Chen se pencha pour examiner les données. Comme des variations sur un thème de base, c'est remarquablement similaire à ce que nous observons chez les dauphins et certains primates. Une forme primitive de langage symbolique, suggéra Thomas, habituellement prudent mais visiblement intrigué par cette possibilité. Je n'irai pas jusque-là, tempéra Chen, mais certainement un système de communication plus nuancé que ce que nous attribuons généralement aux félins sauvages. À l'extérieur, le soleil déclinait rapidement, plongeant la forêt dans une lumière dorée. Les températures chutaient déjà, annonçant une nuit glaciale. L'équipe se préparait pour une longue session d'observation nocturne, installant des caméras infrarouges et des capteurs supplémentaires. À la cavité, Naya avait organisé sa famille pour la nuit. Comme les soirs précédents, elle avait placé Storm au centre du groupe, maximisant sa protection thermique. Mais cette fois, les scientifiques remarquèrent quelque chose de nouveau. Avant de s'installer, la mère lynx avait méticuleusement inspecté l'entrée de la cavité, déplaçant quelques branches pour les positionner de manière à ce que tout intrus les ferait inévitablement bouger, créant ainsi une sorte d'alarme primitive. Elle a tiré les leçons de la rencontre avec le carcajou, murmura Thomas. Elle améliore activement ses défenses. Chen acquiesça lentement. C'est exactement ce type d'adaptation comportementale qui redéfinit notre compréhension de l'intelligence animale. Ce n'est pas simplement de l'instinct ou du conditionnement, c'est de l'apprentissage innovant en temps réel. Alors que la nuit enveloppait complètement la forêt, l'équipe scientifique restait en éveil, captivée par cette famille de lynx qui remettait en question des décennies de théories sur la cognition animale. Dans leur abri rocheux, Naya et ses petits dormaient paisiblement, inconscients d'être au centre d'une potentielle révolution scientifique. Mais leur histoire était loin d'être terminée, car malgré la menace écartée du carcajou, d'autres dangers rôdaient dans la forêt hivernale, et certains viendraient de directions que ni les lynx ni les scientifiques ne pouvaient anticiper. L'aube du 3e jour se leva dans un silence oppressant. Pendant la nuit, le ciel s'était couvert de nuages lourds et la température avait chuté drastiquement, atteignant maintenant moins 40 degrés avec le facteur éolien. Thomas, qui terminait son tour de garde, observait avec inquiétude le changement météorologique. « Un blizzard se prépare », annonça-t-il à Marie qui venait le relever, « et il s'annonce violent. » Chen émergea de la tente principale, consultant les données météorologiques sur sa tablette. Les prévisions confirment. Tempête de catégorie 4, arrivée prévue dans moins de 6 heures, vent de 80 km/h et chute de neige massive. Marie jeta un regard anxieux vers la cavité des lynx. Comment vont-ils survivre à ça? Surtout Storm, qui est encore affaibli. C'est exactement ce que nous allons découvrir, répondit Chen, une lueur d'intérêt scientifique brillant dans ses yeux malgré l'inquiétude. Les stratégies d'adaptation face à des conditions météorologiques extrêmes sont encore mal documentées chez les lynx roux. Thomas fronça les sourcils. La question n'est pas seulement scientifique. Si Storm ne peut pas suivre à cause de sa condition, il pourrait... Il n'acheva pas sa phrase, mais tous comprirent l'implication. Dans la nature, les membres faibles d'une famille étaient parfois abandonnés face à des dangers extrêmes, une dure réalité de la survie. À la cavité, Naya semblait avoir perçu le changement atmosphérique. Bien avant que les premières rafales n'atteignent la forêt, elle avait commencé des préparatifs que l'équipe observait avec fascination. Elle consolide l'entrée de la cavité, nota Marie, observant Naya arracher méthodiquement des branches de conifères
qu'elle disposait en une sorte de barricade partielle devant l'ouverture. Protection contre le vent et isolation thermique, analysa Thomas. Comportement adaptatif face à une menace environnementale imminente. Mais ce qui suivit dépassa leurs attentes. Après avoir sécurisé l'entrée, Naya sortit pour une courte expédition, laissant ses petits dans l'abri. Elle revint 20 minutes plus tard, transportant dans sa gueule un lièvre fraîchement tué. « Elle fait des provisions », murmura Chen. Elle anticipe qu'il pourrait être confiné pendant plusieurs jours. Pendant l'heure suivante, Naya effectua 2 autres sorties rapides, ramenant chaque fois de petites proies, un écureuil et 2 campagnols. Elle constituait manifestement une réserve de nourriture, préparant sa famille pour un confinement prolongé. C'est de la planification à long terme, souligna Thomas. Pas simplement une réaction à la fin immédiate. L'un des photographes, qui avait rejoint le poste d'observation, capturait cette séquence avec son téléobjectif. « C'est incroyable », murmura-t-il. « On dirait presque un comportement humain de préparation à une catastrophe. » Chen secoua la tête. « Pas humain, simplement plus complexe que ce que nous attribuons habituellement aux félins sauvages. Notre erreur a toujours été d'anthropomorphiser ou de sous-estimer, sans reconnaître l'intelligence animale pour ce qu'elle est réellement, différente de la nôtre, mais tout aussi adaptée à leurs besoins. À mesure que la matinée avançait, le vent commençait à s'intensifier, sifflant entre les arbres et soulevant des tourbillons de neige. L'équipe scientifique sécurisait son propre campement, ancrant solidement les tentes et rangeant l'équipement sensible. « Nous devrions nous replier vers la cabane principale », suggéra l'un des assistants. « Ce blizzard va rendre l'observation impossible et potentiellement dangereuse pour nous. » Chen considéra l'option, puis secoua la tête. « Non. Nous laissons les équipements automatisés en place et nous maintenons une équipe réduite dans l'abri renforcé. Je ne veux pas manquer leur comportement pendant la tempête. » Thomas approuva cette décision. « Marie et moi resterons. Les autres peuvent se replier avec les données déjà collectées. » Tandis que l'équipe réorganisait le campement, un mouvement près de la cavité attira leur attention. Naya avait émergé à nouveau, mais cette fois, son comportement était différent. Elle semblait agitée, faisant des allers-retours devant l'entrée, s'arrêtant parfois pour gratter le sol gelé. « Quelque chose la perturbe », murmura Marie, ajustant ses jumelles. Thomas activa la caméra thermique. Les 3 petits sont toujours à l'intérieur. Leurs signatures sont claires. Chen fronça les sourcils, observant attentivement. « Je crois qu'elle cherche quelque chose de spécifique. Regardez comment elle inspecte chaque zone avec méthode. » Effectivement, Naya semblait suivre un motif de recherche organisé, élargissant progressivement son périmètre. Après plusieurs minutes, elle s'arrêta près d'un petit monticule recouvert de neige. Avec ses pattes avant, elle commença à creuser énergiquement. « Qu'a-t-elle trouvé ?» demanda Marie, intriguée. La réponse vint rapidement. Naya extirpa de la neige ce qui semblait être un amas de végétation séchée, des herbes, des mousses et des lichens. « Un nid d'isolation », murmura Thomas, surpris. Elle l'avait préparé et caché auparavant. Chen hocha lentement la tête, impressionné. « Stockage de matériaux essentiels. C'est de la prévoyance pure et simple. » Naya transporta sa trouvaille dans la cavité. Les caméras infrarouges révélèrent qu'elle l'utilisait pour renforcer la couche isolante au fond de l'abri, créant un nid douillet où les petits pourraient se blottir pendant la tempête. Elle améliore activement leur isolation thermique, nota Marie, spécifiquement en prévision du blizzard. Alors que la tempête s'intensifiait, l'équipe d'observation se retrancha dans leur abri renforcé. Les vents hurlants balayaient désormais la forêt, pliant les branches des arbres et propulsant des rafales de neige qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. Seules les caméras infrarouges et thermiques, soigneusement protégées, continuaient à fournir des images de la cavité des lynx. « Regardez la disposition thermique »,
indiqua Thomas, pointant l'écran où 4 signatures de chaleur étaient clairement visibles. Elle les a organisées différemment cette fois. En effet, Naya avait créé une formation presque circulaire, les 3 petits au centre, et elle-même formant un rempart vivant du côté exposé au vent. Sa position créait littéralement un brise-vent corporel, protégeant ces petits des courants d'air qui s'infiltraient malgré la barricade de branches. Adaptation comportementale spécifique aux conditions, murmura Chen, prenant frénétiquement des notes. Elle modifie sa stratégie de protection thermique en fonction de la direction du vent. La tempête s'intensifia encore, transformant le paysage en un chaos blanc rugissant. Dans leur abri, les scientifiques surveillaient avec inquiétude les niveaux de température à l'intérieur de la cavité des lynx. La température extérieure est tombée à -45 avec le facteur éolien, annonça Marie, consultant les capteurs. Mais à l'intérieur de la cavité, elle se maintient autour de -5. Leur stratégie d'isolation fonctionne remarquablement bien. Thomas hocha la tête, impressionné. Et regardez la signature thermique de Storm. Elle est pratiquement normale maintenant. Sa récupération est presque complète. Le blizzard continua pendant des heures, transformant le jour en une pénombre grisâtre. À un moment, vers le milieu de l'après-midi, un craquement sinistre retentit près du campement scientifique. « C'était quoi ça ?» demanda Marie, alarmée. Thomas s'approcha prudemment de la fenêtre renforcée. Un arbre vient de céder sous le poids de la glace. Il est tombé, près de la cavité. Chen se précipita vers les moniteurs. Les signatures thermiques sont intactes. Ils n'ont pas été touchés directement. Cependant, quelque chose avait changé. Les images thermiques montraient un mouvement inhabituel dans la cavité. Naya semblait agitée, se déplaçant frénétiquement autour de ses petits. « Il y a eu une perturbation », analysa Thomas. « Peut-être une infiltration de neige ou un dommage à leur abri. » Pendant l'heure suivante, ils observèrent Naya réorganiser l'intérieur de la cavité, déplaçant ses matériaux d'isolation et repositionnant ses petits. Son comportement était méthodique, chaque action semblant répondre à un problème spécifique causé par la chute de l'arbre. « Elle effectue des réparations d'urgence », murmura Chen, adaptant sa stratégie face à une dégradation imprévue de leur abri. À l'extérieur, la tempête atteignait son paroxysme. Le vent hurlait comme une bête vivante et la neige s'accumulait à une vitesse alarmante, créant des congères qui modifiaient complètement le paysage. Si ça continue comme ça, l'entrée de leur cavité risque d'être bloquée par la neige, s'inquiéta Marie. Thomas hocha sombrement la tête. C'est un risque réel. Ils pourraient se retrouver piégés. À leur grande surprise, Naya semblait avoir anticipé ce danger. Les caméras la montrèrent, sortant périodiquement de la cavité, malgré les conditions épouvantables, dégageant méticuleusement l'entrée à chaque fois que la neige menaçait de l'obstruer. Maintenance préventive, nota Chen, clairement impressionné. Elle comprend le risque d'obstruction et agit pour le prévenir. Alors que la nuit tombait, ajoutant son obscurité au chaos blanc de la tempête, l'équipe scientifique restait en alerte, surveillant constamment les signes vitaux de la famille de lynx. Contre toute attente, les 4 signatures thermiques restaient fortes et stables, témoignant de leur résilience face aux éléments déchaînés. « Ils vont survivre », déclara Marie avec une certitude nouvelle. Naya a pensé à tout. Chen acquiesça lentement. Ce n'est pas seulement une question de force physique ou d'adaptation biologique. C'est de l'intelligence adaptative à son plus haut niveau, la capacité de résoudre des problèmes complexes dans des conditions extrêmes. Thomas, qui compilait les données comportementales, leva les yeux de son ordinateur. « Savez-vous ce qui me frappe le plus? La cohérence de ces stratégies. Du sauvetage initial à cette préparation au blizzard, elle démontre une capacité constante à évaluer les risques, planifier des réponses
et adapter ses actions aux circonstances changeantes. En d'autres termes, conclut Chen doucement, tout ce que nous avons traditionnellement considéré comme des marqueurs d'intelligence avancée. Le blizzard fit rage toute la nuit, transformant la forêt en un paysage méconnaissable. À l'aube du 4e jour, le vent s'apaisa enfin, laissant derrière lui un monde figé dans la glace et la neige. Les congères atteignaient par endroits plus de 2 mètres, et les arbres, alourdis par le givre, semblaient sculptés dans du cristal. Thomas, qui avait finalement succombé à l'épuisement quelques heures plus tôt, fut réveillé par Marie secouant doucement son épaule. « Thomas, regarde ça », murmura-t-elle, pointant vers l'écran de surveillance. Encore groggy, il plissa les yeux pour distinguer l'image. La cavité des lynx était partiellement visible sous un amoncellement de neige, mais ce qui attira immédiatement son attention fut le mouvement à l'entrée. Naya émergeait prudemment, testant la surface blanche de ses larges pattes. Elle sort évaluer la situation, commenta Chen, qui analysait déjà les données collectées pendant la nuit. Exactement ce qu'un humain ferait après une tempête, vérifier l'étendue des dégâts. La mère lynx s'aventura quelques mètres au-delà de la cavité, ses pattes s'enfonçant dans la neige fraîche. Elle semblait calculer la difficulté de déplacement, testant méthodiquement la consistance du manteau neigeux. Après cette reconnaissance, elle retourna à l'abri où les 3 petits attendaient. « Maintenant, la grande question, » dit Thomas. « Va-t-elle risquer de sortir avec eux dans ces conditions, ou attendre que la neige se tasse ?» La réponse vint plus rapidement qu'il ne l'anticipait. Moins de 10 minutes plus tard, Naya émergea à nouveau, suivie cette fois de ses 3 petits. Mais leur sortie n'était pas aléatoire. La mère avait visiblement tracé un chemin, tassant la neige pour créer une piste plus praticable pour ses chatons. Comportement facilitateur, nota Chen. Elle modifie activement l'environnement pour le rendre accessible à ses petits. Marie observait particulièrement Storm. Le petit rescapé, dont la récupération semblait presque complète, suivait maintenant ses frères et sœurs avec une assurance croissante. Seule une légère hésitation dans ses mouvements trahissait encore sa récente épreuve. La famille s'aventura progressivement dans un périmètre restreint autour de la cavité. Naya maintenait une vigilance constante, scrutant régulièrement le ciel, une précaution contre les prédateurs aériens comme les grands-ducs, particulièrement dangereux pour les jeunes lynx. « Elle cherche quelque chose », remarqua Thomas après un moment. « Regardez sa démarche, ce n'est pas une simple patrouille territoriale. » Effectivement, Naya semblait suivre un objectif précis. Elle s'arrêta finalement près d'un bosquet d'arbustes partiellement déneigé par le vent. Avec ses pattes avant, elle commença à dégager la neige, révélant progressivement une zone où perçaient quelques plantes persistantes. « Elle cherche de la nourriture végétale », murmura Marie, surprise. « Les lynx sont carnivores stricts, non ?» Chen se pencha en avant, intrigué. « Principalement, oui, mais certaines études ont documenté une consommation occasionnelle de végétaux, généralement pour des propriétés médicinales ou digestives. » Naya arracha délicatement quelques tiges et feuilles, qu'elle rapporta à ses petits. À la stupéfaction des scientifiques, elle présenta ces végétaux spécifiquement à Storm, l'encourageant à les mâcher. « De la phytothérapie », souffla Thomas. « Elle lui donne des plantes médicinales pour compléter sa guérison. » Chen secouait la tête, abasourdi. « Si nous pouvions identifier ces plantes... Attendez. » Elle se tourna vers l'un des assistants. « Zoomez au maximum et prenez des clichés haute définition de ces végétaux. » Les images révélèrent une plante que Thomas identifia immédiatement. C'est de l'achillée millefeuille. Elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. « Comment a-t-elle appris ça ?» demanda Marie perplexe. L'automédication est documentée chez certains primates, mais rarement chez les félins. Chen réfléchit un moment. Peut-être par observation d'autres animaux.
ou par expérience personnelle. L'apprentissage intergénérationnel est une autre possibilité, elle pourrait l'avoir appris de sa propre mère. Pendant qu'ils débattaient, un mouvement dans le ciel attira leur attention. Un hélicoptère approchait, suffisamment éloigné pour ne pas perturber directement les lynx, mais clairement en route vers leur zone. « Ce n'est pas un de nos appareils », constata Thomas, fronçant les sourcils. « Qui d'autre saurait pour cette famille ?» La réponse vint par la radio satellite. C'était le directeur du centre de recherche, sa voix trahissant une certaine tension. « Thomas, vous m'entendez? Nous avons une situation. Un de vos photographes a vendu quelques images à la presse. L'histoire du sauvetage des petits lynx fait le tour des médias depuis hier soir. » Thomas et Marie échangèrent un regard consterné. Chen saisit la radio. « Ici, le professeur Chen. Quelle est l'ampleur de la couverture médiatique ?»« Internationale, » répondit le directeur. La séquence de la mer plongeant dans l'eau glacée est devenue virale. Les chaînes d'information envoient des équipes et l'hélicoptère que vous voyez probablement appartient à CBC News. C'est exactement ce dont nous n'avions pas besoin, grommela Thomas. Une attention médiatique risque de perturber complètement la famille et de compromettre notre étude. Chen restait pragmatique. Nous devons établir un périmètre de sécurité immédiatement et organiser une conférence de presse contrôlée pour canaliser l'intérêt médiatique sans qu'ils envahissent le site. Pendant qu'ils élaboraient une stratégie, Marie surveillait la réaction de Naya à l'hélicoptère. La mère Lynx avait immédiatement perçu la menace potentielle. D'un mouvement rapide, elle rassembla ses petits et les guida non pas vers leur cavité habituelle, mais vers un autre abri, un espace entre des rochers que les scientifiques n'avaient pas identifiés auparavant. Elle a une cachette secondaire, nota Marie, une position de repli en cas de danger. Intelligence tactique, murmura Chen. Elle maintient plusieurs options et adapte sa stratégie en fonction des menaces spécifiques. L'hélicoptère effectua plusieurs passages à distance, puis s'éloigna, probablement pour retourner faire le plein. Mais le mal était fait. La tension humaine avait perturbé l'environnement paisible de la famille Lynx. Dans les heures qui suivirent, l'équipe scientifique mit en place un protocole d'urgence. Des balises délimitant une zone d'exclusion furent installées et des gardes forestiers furent déployés aux points d'accès principaux. Thomas, en coordination avec les autorités provinciales, organisa une conférence de presse à 20 km du site, espérant détourner l'attention des médias du lieu précis où se trouvait la famille. À midi, Chen, Thomas et Marie se connectèrent par visioconférence avec un comité scientifique international assemblé en urgence pour discuter des implications de leurs observations. Les comportements que vous décrivez défient les paradigmes établis concernant la cognition des félins sauvages, commentait le professeur Nakamura de l'université de Kyoto. Particulièrement cette combinaison de sauvetage actif, de soins médicaux et de planification stratégique, sans parler de l'utilisation de plantes médicinales, ajouta le docteur Karsten de l'Institut Max Planck. C'est un comportement qui suggère une transmission culturelle de connaissances, traditionnellement attribuée uniquement aux primates et aux cétacés. Chen partageait méthodiquement leurs données, soulignant la rigueur de leur protocole d'observation. Ce n'est pas simplement un cas isolé d'anthropomorphisme. Nous avons documenté des séquences comportementales complètes qui démontrent une planification intentionnelle et une adaptation à des circonstances uniques. Pendant que les scientifiques débattaient, la situation sur le terrain évoluait. Naya avait finalement émergé de sa cachette secondaire, évaluant prudemment que la menace aérienne s'était éloignée. Elle guida sa famille non pas vers leur cavité habituelle, désormais potentiellement compromise, mais dans une direction entièrement nouvelle. Elle déménage, constata Marie. Elle abandonne ses abris connus pour trouver un territoire plus sécurisé. Thomas pianota rapidement sur son clavier, activant les drones de surveillance à longue distance. Nous devons maintenir le contact visuel sans les suivre physiquement. Leur stress est déjà suffisamment élevé. Les drones,
opérant à haute altitude pour minimiser les perturbations, suivirent discrètement la progression de la famille Lynx. Naya menait ses petits avec détermination, choisissant un itinéraire qui tirait avantage du terrain, utilisant des zones où le vent avait balayé la neige, évitant les congères profondes, et s'arrêtant régulièrement pour vérifier que Storm suivait sans difficulté. Elle se dirige vers le nord-est, nota Thomas, vers les contreforts rocheux de la montagne. Chen étudiait la carte topographique. Zone plus escarpée, moins accessible aux humains, et probablement riche en cavités naturelles pour établir un nouvel abri. Marie observait avec une admiration mêlée d'inquiétude. Elle fait ce qu'il faut pour protéger sa famille, mais ce déplacement forcé représente un stress énorme, surtout pour Storm qui est encore en convalescence. La migration de la famille Lynx s'avéra plus éprouvante que les scientifiques ne l'avaient anticipé. Naya progressait méthodiquement, choisissant son itinéraire avec soin, mais les conditions post-blizzard rendaient chaque kilomètre difficile. La neige profonde obligeait les petits à bondir plutôt qu'à marcher, un exercice particulièrement épuisant pour Storm. Il commence à montrer des signes de fatigue, nota Marie, observant les images transmises par le drone. Le petit convalescent traînait légèrement derrière ses frères et sœurs, sa démarche devenant de plus en plus laborieuse. Thomas consultait la carte topographique, inquiet. « Ils ont encore au moins 3 kilomètres avant d'atteindre la zone rocheuse. Je ne suis pas certain que Storm puisse tenir la distance. » Chen observait attentivement le comportement de Naya. La mère Lynx semblait consciente de l'épuisement de son petit. À intervalles réguliers, elle s'arrêtait, attendant patiemment que Storm les rejoigne, parfois revenant sur ses pas pour l'encourager avec de douces vocalisations. Elle évalue constamment sa condition, remarqua Chen. Regardez comment elle adapte leur rythme de progression à ses capacités. Après 1 heure de marche difficile, Naya prit une décision qui stupéfia l'équipe scientifique. S'arrêtant dans une zone partiellement abritée par des conifères, elle commença à creuser rapidement dans la neige, créant une dépression circulaire. Elle construit un abri temporaire, murmura Thomas. Elle a compris que Storm avait besoin de se reposer. En moins de 10 minutes, Naya avait façonné une sorte de nid dans la neige, utilisant des branches de conifères comme isolation. Elle y guida ses petits, positionnant Storm au centre tandis que Shadow et Spark se blottissaient contre lui pour partager leur chaleur corporelle. Optimisation thermique parfaite, commenta Chen. Et regardez ce qu'elle fait maintenant. Naya, après avoir assuré le confort de ses petits, s'éloigna rapidement. Le drone la suivit à distance, capturant des images de sa chasse éclair. En moins de 20 minutes, elle avait capturé un lièvre, qu'elle rapporta immédiatement à l'abri temporaire. Elle reconstitue leurs réserves énergétiques avant de reprendre la route, expliqua Marie. Particulièrement important pour Storm qui brûle plus de calories à cause de sa récupération. De retour au camp scientifique, l'équipe faisait face à ses propres défis. Les médias continuaient d'affluer dans la région et malgré le périmètre de sécurité, le risque d'intrusion restait élevé. La conférence de presse organisée par Thomas avait détourné une partie de l'attention, mais l'histoire du sauvetage héroïque d'une mère lynx captivait désormais l'imagination du public mondial. Les autorités de la faune ont reçu des centaines d'appels, annonça l'un des assistants raccrochant le téléphone satellite. Des offres d'aide, des demandes pour adopter la famille, même des propositions pour créer une réserve spéciale pour eux. Chen soupira, partagé entre frustration et compréhension. L'anthropomorphisme est une lame à double tranchant. Il génère de l'empathie et du soutien pour la conservation, mais peut aussi conduire à des interventions bien intentionnées, mais potentiellement nuisibles. Thomas hochait la tête, songeur. Le paradoxe, c'est que l'extraordinaire intelligence que Naya démontre alimente ce phénomène. Plus elle semble humaine dans ses comportements, plus le public s'identifie à elle. Marie, qui surveillait les données du drone, les interrompit. Ils reprennent leur route,
Storm semble avoir récupéré un peu de force. Sur les écrans, ils observèrent Naya guider sa famille hors de l'abri temporaire. Le repas et le repos semblaient avoir revigoré les petits, Storm inclus. La mère lynx avait visiblement calculé cette pause avec précision, suffisamment longue pour permettre une récupération, mais pas trop prolongée pour éviter que leurs muscles ne se refroidissent. La famille reprit sa progression vers les hauteurs. Naya avait ajusté leur itinéraire, privilégiant désormais des zones où la forêt plus dense avait partiellement bloqué la neige, créant un terrain plus praticable pour ses petits. Elle apprend et s'adapte en temps réel, murmura Chen, modifiant sa stratégie en fonction des conditions du terrain et de l'état de ses petits. À mi-chemin vers leur destination présumée, un imprévu vint compliquer leur voyage. Le drone captura des images d'un véhicule tout-terrain progressant rapidement sur une piste forestière parallèle à leur route. « Des braconniers ?» s'inquiéta Marie. Thomas secoua la tête. « Peu probable dans cette zone protégée. Probablement des journalistes ou des photographes qui ont contourné notre périmètre. » Quelles que soient leurs intentions, ces intrus représentaient une menace pour la tranquillité de la famille lynx. Naya les perçut rapidement, son ouïe fine captant le vrombissement du moteur bien avant que le véhicule ne soit visible. Sa réaction fut immédiate et surprenante. Au lieu de fuir perpendiculairement à la menace, comme l'auraient fait la plupart des prédateurs, elle guida sa famille directement vers une zone de rochers escarpés que le véhicule ne pourrait pas traverser. Tactique d'évasion sophistiquée, nota Chen. Elle n'optimise pas seulement la distance, mais exploite les limites de mobilité de la menace perçue. Le terrain rocheux ralentit considérablement leur progression, particulièrement pour Storm, dont l'équilibre était encore parfois précaire. À un moment critique, le petit glissa sur une pierre verglacée, manquant de tomber dans une crevasse. Ce qui suivit confirma définitivement l'intelligence exceptionnelle de Naya. Sans hésitation, Shadow, la petite femelle de la portée, se positionna pour bloquer la chute de son frère, pendant que Naya revenait rapidement en arrière pour le secourir. Coordination familiale, souffla Marie. Shadow a agi comme si elle avait compris exactement ce qu'il fallait faire. Chen hochait lentement la tête. Transmission comportementale, elle reproduit ce qu'elle a vu sa mère faire lors du sauvetage au lac. Une fois le danger immédiat écarté, Naya réorganisa leur formation de déplacement. Elle positionna désormais Shadow devant Storm et Spark derrière lui, créant un système de sécurité où le petit convalescent était constamment encadré. Cette formation leur permit de traverser la zone rocheuse sans autre incident majeur. Au camp scientifique, un appel urgent interrompit leurs observations. C'était le directeur du centre de recherche, sa voix trahissant une excitation inhabituelle. « Thomas, vous ne devinerez jamais ce que nos archivistes ont découvert. En numérisant d'anciennes données, ils sont tombés sur des photos de marquage datant d'il y a 4 ans. Naya elle-même a été sauvée d'une noyade similaire quand elle était chaton. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'équipe. Thomas fut le premier à retrouver sa voix. « Vous confirmez que Naya a vécu une expérience similaire pendant sa propre jeunesse ? » Absolument. Les archives montrent qu'une équipe de conservation l'a secourue après qu'elle soit tombée dans une rivière partiellement gelée. Elle avait approximativement le même âge que ses petits actuellement. Chen s'empara du téléphone, son esprit scientifique tournant à plein régime. Cette information change tout. Ce n'est pas simplement de l'instinct ou une capacité cognitive abstraite. C'est potentiellement un cas d'apprentissage par expérience directe. Ou même de traumatisme résolu, suggéra Marie. Elle reproduit le sauvetage dont elle a bénéficié, transformant une expérience traumatique en comportement adaptatif. Les implications étaient vertigineuses. Cette découverte suggérait une forme de mémoire à long terme et d'apprentissage expérientiel rarement documenté chez les félins sauvages, bouleversant les théories établies sur leur cognition. Pendant que les scientifiques débattaient de ces nouvelles informations, la famille lynx avait finalement atteint une zone plus clémente. La forêt s'éclaircissait,
laissant place à un versant rocheux exposé au soleil, où la neige avait partiellement fondu. Naya s'arrêta au sommet d'un petit promontoire, scrutant attentivement les environs. Son langage corporel suggérait qu'elle évaluait méthodiquement ce nouveau territoire, cherchant un emplacement optimal pour établir leur nouvel abri. Son choix se porta finalement sur une anfractuosité entre deux rochers massifs, partiellement dissimulés par des buissons persistants. L'ouverture étroite donnait sur une cavité plus large, un abri naturel offrant protection contre les éléments et les prédateurs, tout en étant pratiquement invisible depuis les sentiers humains en contrebas. Sélection d'habitat optimal, commenta Thomas. Protection, discrétion, exposition sud pour la chaleur et suffisamment élevée pour surveiller les environs. Chen observait attentivement le comportement de Naya alors qu'elle guidait ses petits dans leur nouveau foyer. Regardez comment elle inspecte systématiquement chaque recoin avant de les laisser s'installer. Elle vérifie la présence d'autres occupants ou de dangers potentiels. Une fois l'inspection terminée, Naya encouragea ses petits à explorer leur nouvel habitat. Shadow et Spark s'aventurèrent avec enthousiasme, tandis que Storm progressait plus prudemment, mais avec une assurance croissante. Sa récupération est presque complète, nota Marie avec satisfaction. Ce qui semblait être une tragédie certaine s'est transformé en une incroyable histoire de survie et d'adaptation. Chen acquiesça, pensive, et en une révolution potentielle dans notre compréhension de l'intelligence animale. Les comportements que nous avons documentés ces derniers jours dépassent largement ce que les modèles théoriques actuels prévoient pour les félins sauvages. 2 semaines s'écoulèrent, pendant lesquelles la famille Lynx s'adapta progressivement à son nouveau territoire. L'équipe scientifique, désormais réduite à Thomas, Marie et 2 assistants, maintint une surveillance discrète à distance, utilisant principalement des caméras automatisées et des drones pour minimiser les perturbations. La récupération de Storm était désormais complète, au point qu'un observateur non averti n'aurait pu distinguer quel chaton avait frôlé la mort. Le petit lynx avait retrouvé toute son agilité, parfois dépassant même ses frères et sœurs lors des séances de jeu qui servaient d'entraînement à la chasse. « C'est remarquable », commentait Marie en visionnant les dernières images. Non seulement il a survécu à une hypothermie sévère, mais il ne semble conserver aucune séquelle neurologique ou physique. Chen, qui partageait son temps entre le terrain et les conférences scientifiques suscitées par leur découverte, hochait la tête. Les soins maternels méthodiques de Naya y sont pour beaucoup. Cette stimulation constante, les plantes médicinales, l'exercice progressif, c'était essentiellement un protocole de réhabilitation personnalisé. L'histoire de Naya et ses petits avait déclenché une onde de choc dans la communauté scientifique internationale. Leurs observations, méticuleusement documentées et vérifiées, remettaient en question les paradigmes établis concernant la cognition des félins sauvages. Un symposium spécial avait été organisé à Montréal, réunissant des spécialistes du comportement animal du monde entier. Ce n'est pas simplement l'acte de sauvetage initial qui est révolutionnaire, expliquait Chen lors de sa présentation principale, mais l'ensemble cohérent de comportements adaptatifs qui l'a suivi. La séquence complète démontre une capacité de planification à plusieurs étapes, une évaluation constante des besoins individuels de chaque petit et une adaptation créative face à des défis imprévus. La révélation que Naya avait elle-même été sauvée d'une noyade similaire avait ajouté une dimension fascinante à l'étude. Les chercheurs débattaient passionnément. S'agissait-il d'un cas exceptionnel d'apprentissage par expérience directe, ou cela suggérait-il une capacité cognitive plus répandue mais rarement observée chez les lynx? Nous devons reconsidérer nos méthodologies d'observation, argumentait Thomas lors d'une table ronde. Si une mère lynx peut démontrer ce niveau d'intelligence adaptative dans une crise, combien d'autres comportements complexes avons-nous manqué simplement parce que nous n'observons généralement pas ces animaux dans des situations qui révèlent pleinement leurs capacités? Sur le terrain,
l'équipe continuait de documenter l'évolution de la famille. Naya avait établi un nouveau système d'abri, une cavité principale pour le repos nocturne et 2 refuges secondaires stratégiquement positionnés sur son territoire de chasse. Cette redondance semblait être une adaptation directe aux perturbations récentes, démontrant sa capacité d'apprentissage et d'anticipation. Un matin particulièrement froid, les caméras capturèrent une scène qui vint confirmer de façon éclatante les théories de l'équipe sur la transmission comportementale. Storm, désormais parfaitement rétabli, s'était aventuré sur une mince couche de glace formée dans une dépression rocheuse. Lorsque la surface céda sous son poids, le jeune lynx ne paniqua pas. Au lieu de cela, il utilisa ses pattes avant pour se hisser méthodiquement hors de l'eau, reproduisant presque exactement la technique employée par sa mère lors de son propre sauvetage. « Apprentissage par observation confirmé », murmura Marie, stupéfaite. Il a internalisé la méthode de sa mère, même dans une situation stressante. Thomas hochait lentement la tête. Ce qui soulève une question fascinante. Quels autres comportements complexes se transmettent ainsi, invisibles à nos observations traditionnelles? À mesure que le printemps approchait, transformant progressivement le paysage glacé, la famille lynx prospérait dans son nouveau territoire. Les petits, désormais adolescents, perfectionnaient leur technique de chasse sous la supervision attentive de Naya. Leur coordination familiale, particulièrement remarquable, suggérait un niveau de communication bien plus sophistiqué que ce que les scientifiques avaient précédemment attribué à ces félins. Ils utilisent des tactiques d'encerclement, nota Chen, observant une séquence où les 4 lynx collaboraient pour capturer un lièvre. Shadow et Spark se positionnent pour bloquer les voies d'échappement pendant que Storm et Naya approchent de directions opposées. Cette observation suscita une nouvelle vague d'intérêt scientifique. Des études antérieures avaient documenté la chasse collaborative chez les lions, mais rarement chez les félins supposément solitaires comme les lynx. Cette découverte suggérait que les structures sociales des félins solitaires pourraient être bien plus complexes qu'on ne le pensait, particulièrement au sein des unités familiales. 6 mois après le sauvetage initial, l'équipe prépara son rapport final. Leurs découvertes, publiées simultanément dans Nature et Science, bouleversèrent les théories établies sur la cognition animale. L'étude de cas de Naya et sa famille devint un incontournable des programmes universitaires en éthologie et sciences cognitives, cité comme exemple paradigmatique de la nécessité de réévaluer nos présupposés sur l'intelligence non humaine. Ce que nous avons observé, concluait Chen dans l'article principal, n'est pas simplement une extension d'instincts innés ni une série de comportements conditionnés, mais une véritable intelligence adaptative qui intègre apprentissage, mémoire, planification et transmission culturelle. Ces capacités, traditionnellement considérées comme principalement humaines ou limitées à quelques espèces hautement sociales, existent manifestement chez des animaux que nous avons longtemps sous-estimés. L'impact s'étendit bien au-delà des cercles académiques. L'histoire de Naya, portée par les images saisissantes capturées par les photographes, toucha profondément le public mondial. Ce qui avait commencé comme une anecdote attendrissante, une mère sauvant ses petits, était devenu un puissant symbole de la complexité et de la profondeur de la vie sauvage. Des programmes de conservation spécifiquement dédiés aux lynx roux reçurent un financement sans précédent. Des zones protégées furent étendues et plusieurs juridictions renforcèrent leurs lois contre le braconnage et la destruction d'habitats. Le facteur Naya, comme l'appelaient désormais les médias, démontrait comment la compréhension scientifique de l'intelligence animale pouvait catalyser un soutien public pour la protection environnementale. 1 an jour pour jour après l'incident du lac gelé, Thomas et Marie effectuèrent une dernière visite d'observation. Printemps précoce, la forêt s'éveillait de son long sommeil hivernal. Les premières pousses vertes perçaient la neige fondante
et le chant des oiseaux migrateurs résonnait entre les arbres. Depuis leur poste d'observation distant, ils aperçurent la famille lynx au complet, profitant d'une éclaircie ensoleillée près de leur abri principal. Les jeunes, presque adultes maintenant, se prélassaient tandis que Naya surveillait attentivement les environs. « Ils vont bientôt se séparer », nota Thomas doucement. « Les jeunes établiront leur propre territoire d'ici quelques mois. » Marie acquiesça, une émotion non dissimulée dans sa voix. Storm emmènera avec lui les leçons de sa mère, et peut-être qu'un jour, face à une situation similaire, elle laissa sa phrase en suspens, mais tous deux comprenaient l'implication. Les comportements extraordinaires qu'ils avaient documentés pourraient se transmettre aux générations futures, perpétuant et peut-être même affinant ces adaptations remarquables. Comme s'ils sentaient qu'ils étaient observés une dernière fois, Naya et ses petits tournèrent simultanément leurs regards vers le poste d'observation. Pendant un bref instant, les yeux dorés de la mère lynx semblèrent croiser ceux de Thomas et Marie, un regard qui, malgré l'abîme évolutif séparant leurs espèces, semblait porter une reconnaissance mutuelle. Puis, dans un mouvement fluide, Naya guida sa famille vers la forêt profonde, disparaissant parmi les ombres et les lumières dansantes du sous-bois. « Je crois que c'est son cadeau final », murmura Thomas. « Nous rappeler que, malgré tout ce que nous avons appris, il y aura toujours une part de mystère dans l'intelligence sauvage. » Chen, qui les avait rejoints pour cette observation finale, sourit légèrement. « Peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Notre compréhension de l'intelligence a été limitée par nos propres biais cognitifs. Nous avons longtemps défini l'intelligence à notre image, incapables d'imaginer qu'elle puisse prendre des formes que nous ne reconnaissons pas immédiatement. » Marie rangea ses jumelles, son regard suivant la direction où la famille avait disparu. « Ce que Naya nous a montré, c'est qu'il existe des formes d'intelligence profondément adaptées à des modes de vie complètement différents du nôtre, ni supérieures, ni inférieures, simplement différentes. » Alors que les scientifiques quittaient leur poste d'observation pour la dernière fois, l'histoire de Naya et sa famille continuait à se propager à travers le monde, non plus simplement comme un récit touchant de sauvetage maternel, mais comme une invitation à reconsidérer fondamentalement notre relation avec le monde sauvage et les intelligences diverses qui l'habitent. Dans la forêt silencieuse, où les secrets de l'intelligence animale restaient encore largement inexplorés, Naya continuait de guider ses petits, transmetteuse d'un savoir ancestral, enrichi par l'expérience personnelle, une sagesse sauvage que les humains commençaient tout juste à entrevoir et comprendre.